ou en quechua, ça. D'accord. Et donc, voilà, je voulais peut-être juste dire quelques mots en fait sur le documentaire de Sébastien que je connais depuis un petit moment et que j'ai beaucoup vu et beaucoup diffusé aussi de mon côté. Et après, en fait, ce qu'on avait plutôt pensé avec Sébastien, c'est plutôt de faire une sorte de dialogue où je lui poserais un certain nombre de questions et puis ensuite on échange un peu sur un mode conversatorio pour échanger sur ce film. Voilà, donc Maribel et White en ont parlé. Tu as une relation, Sébastien, déjà ancienne avec le Pérou. Ça fait un certain nombre d'années que tu y vis. On s'est rencontrés d'ailleurs là-bas. Le monde andin, tu le connais bien et notamment aussi, elles l'ont dit tout à l'heure, pour l'avoir parcouru à pied. Peut-être que tu pourras revenir justement sur cette expérience incarnée, on va dire, de cette marche et de ce cheminement, parce que la question du cheminement, c'est quand même quelque chose qui est très prégnant chez toi dans tes recherches. Et donc, c'est vrai que dans à la fois ta recherche, je dirais, cinématographique, mais aussi ethnographique, parce que ça n'a pas été mentionné par Maribel et White, hein, mais tu es aussi anthropologue et tu as même commencé une thèse en anthropologie qui, je considère, n'est que suspendue pour l'instant. Elle reviendra certainement à l'ordre du jour. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années en fait, que tu t'intéresses à ces questions relatives au patrimoine matériel. A été évoquée la question du Kraparnian, hein, ton travail sur le Kraparnian. Tu as fait un documentaire il y a à peu près 10 ans, hein, si je ne m'abuse, sur le chemin Inca, mais aussi un certain nombre d'articles excellents hein, sur la question. Et donc, questionnement sur le patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Et c'est autour de ça qu'on va peut-être échanger aujourd'hui, c'est-à-dire notamment autour des questions de mémoire collective. Et c'est vrai que dans ce documentaire, Nada queda sino nuestra ternura, c'est sur celui-là en fait que je voudrais peut-être me centrer. Tu nous plonges au cœur de la mémoire douloureuse de l'exil, de la migration forcée et de la guerre hein, des années 80 et 90, où tu y interroges les traces en fait de la violence politique et ses modalités de transmission, hein, transmission dans les esprits bien sûr, mais aussi dans les corps hein, et dans les paysages, et notamment à travers, on parlait tout à l'heure de circulation, de chemin, de cheminement, à travers donc un cheminement qui est à la fois réel, mais aussi bien sûr symbolique, que l'on suit à travers ces différentes voix, hein, puisqu'il y a plusieurs histoires, hein, plusieurs vignettes, ces différentes voix, ces différentes expériences en fait de tes interlocuteurs avec qui on sent quand même que tu as noué des liens intimes. Pour certains, on sent des liens intimes très forts. Et là, c'est peut-être aussi cette expérience d'anthropologue que tu es et de rapport ethnographique aussi qu'on tisse hein, avec les gens avec qui on est en relation. Et au-delà donc de la magnifique citation de Borges, hein, auteur argentin, je ne sais pas si c'est ton côté aussi franco-argentin hein, qui t'a fait revenir à Borges, et donc qui donne son titre pardon, à ton documentaire, peut-être d'ailleurs que tu pourrais revenir dans la discussion justement pour nous expliquer peut-être ton choix, hein, le choix de cet auteur. Parce que c'est vrai que Borges est un auteur qui a beaucoup écrit ou réfléchi hein, sur la question de la mémoire, voire de l'hypermnésis. Hein, je pense à Funès, son petite nouvelle sur Funès. Bref, donc tu as choisi du coup de prendre comme l'un des fils directeurs, je parlerai de l'autre, comme fil directeur donc cette figure allégorique du pont. Et c'est vrai que pour traiter de la question des mémoires de l'exil, des mémoires de la violence politique, c'est plus que fructueux, parce que le pont renvoie, à mon avis, aussi à une figure extrêmement ambivalente. Un peu à l'instar, je dirais aussi, des mémoires de la guerre, qui sont ambivalentes aussi par nature, parce que le pont, il divise aussi, hein, il sépare quand même si on pense avant tout au fait qu'il relie et qu'il unit.
Il n'empêche que le pont, ça divise, ça sépare, parce que c'est aussi celui qui, l'instrument, le lieu par lequel ça permet de laisser la souffrance ou la terreur derrière soi, finalement, pour assurer sa survie. Mais aussi, bien sûr, c'est ce lieu qui permet de revenir, hein, Kutina Chak, hein, le pont du retour, vers la terre abandonnée, la terre des origines, et qui accompagne bien sûr le retour aux racines, mais aussi le retour au passé et à la douleur finalement. Donc, c'est vrai que tu nous offres là une traversée des territoires, une traversée des temporalités parallèlement, hein, avec cette articulation et ces va-et-vient donc, entre passé et présent, des Andes à la côte et vice-versa. Hein. Et le pont, donc, comme lieu qui permet la fuite, mais aussi qui réunit donc à la fois les territoires, on l'a dit, mais aussi qui réunit des individus, hein, et pour tenter aussi d'accéder, hein, à un nouveau futur, à de nouvelles opportunités qui laissent place aussi finalement à l'espoir. D'ailleurs, le pont, hein, souvent utilisé pour projeter au futur l'idée même, hein, de la question de la réconciliation, hein, dans un contexte ou dans des sociétés dites de post-conflit. L'autre élément qui marque aussi le spectateur quand on regarde ton documentaire, c'est aussi la prégnance, bien sûr, des performances artistiques et musicales, performances artistiques et musicales en quechua, qui est l'autre fil directeur, hein, de ce documentaire, à mon avis, aussi central que le pont, mais je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Et je pense en particulier à cette scène poignante que j'imagine tu as organisée, hein, ou tu l'as pensée, mais qui, à mon avis, t'échappe parce que par la spontanéité en fait, des réactions suscitées entre les personnes, à cette scène, donc, je disais, poignante de ce groupe de femmes, hein, qui sont assises au pied du pont, près du fleuve, qui est, à mon avis, à ce titre, d'une grande puissance évocatrice. Et si le chant, là en l'occurrence, spécialement le chant en quechua, devient à ce moment-là le médium privilégié par lequel ressurgit le passé et s'expriment les blessures encore vivaces. C'est aussi un moment qui me semble très intéressant parce que c'est un moment d'échange entre elles. C'est pour ça que je disais, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui t'avait échappé. Et je pense que c'est prévu. Hein. Et ça me fait. Moi, je pense, dans le documentaire que moi j'avais fait, tu sais, à un moment, il y a une scène aussi où j'avais prévu d'organiser une rencontre entre les femmes aussi après une séance d'alphabétisation. Et en fait, elles se mettent à parler et la caméra disparaît et moi, je finis par disparaître et elles discutent entre elles, quoi. Et ça, c'est très fort. Et dans la scène que toi, tu montres, c'est aussi ce moment d'échange entre elles que je trouve extrêmement puissant parce que s'y dessine, en fait, une forme de processus de résilience. Hein. Et je pense à ces paroles de l'une d'entre elles qui dit à celle qui commence à pleurer, mais Amawakaichu, arrête de pleurer, ne pleure pas. Hein. Et elle le dit à plusieurs reprises. Elle incite au dépassement de la douleur et du passé de celles qui pleurent, et puis ensuite des plusieurs femmes qui se mettent à pleurer aussi. Et elle finit avec cette... J'ai oublié de le noter en fait, mais je crois qu'elle dit quelque chose comme triomfaremos ou quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire vraiment, on est sur une forme de résilience, hein, en acte, je dirais, qui met au jour aussi cette question de l'accompagnement collectif. Tu vois, de cet accompagnement collectif pour affronter justement la tristesse. Pas de façon individuelle, mais vraiment collective, pour chercher à entourer justement la personne qui, au-delà de la scène en tant que telle, donne à voir, à mon avis, les modalités locales aussi d'encadrement et de prise en charge du malheur et de l'infortune dans les Andes. Et ça renvoie aussi, à mon avis, au fait que justement la mémoire, hein, le processus d'anamnèse, hein, de mise en conscience, hein, d'événements du passé,
la mémoire, si elle peut être libératrice, je pense à tous ces appels à la memoria sana, aux injonctions parfois à la mémoire, elle peut aussi s'avérer problématique, elle peut aussi rendre malade. On connaît dans les Andes cet état qu'on appelle parfois une maladie, qui est la question du susto, hein, l'effroi, hein, qui est aussi cette idée de l'âme force vitale, hein, qui s'échappe de l'individu et qui rend malade. Hein, et quand on dit ama wakaichu, ne pleure pas, c'est aussi ça, hein, essayer de ne pas tomber malade. Ou Freddy aussi, hein, quand il se met à pleurer. Et donc, j'en reviens à cette idée que la mémoire, si elle peut être libératrice, elle pose aussi la question, au-delà de la mémoire monstration, hein, la mémoire où on montre un certain nombre de choses, il y a ce miroir aussi inversé qui est la question des silences, hein, ou de la nécessité de se taire, ou de ne pas dire un certain nombre de choses, au-delà des secrets, hein, qui peuvent aussi exister. Mais la question des silences est que l'on trouve aussi dans ton documentaire, hein, peut-être moins visible, mais qui en fait le parcours aussi. Hein. Et je pense par exemple, bien sûr, à Freddy, hein, le chanteur d'Ouchpa, quand il évoque son passé de policier, pour un personnage si singulier comme celui de Freddy, et qui à un moment, voilà, on n'en parle plus, on arrête d'en parler. Mais je pense aussi un autre type de silence ou de volonté de ne pas forcément parler ou d'éluder. Je pense à ce tout petit passage, je ne sais pas si tu te souviens, de Nympha, quand elle revient, quand elle est avec ses enfants, hein, elle est dans la maison abandonnée de son père ou de sa maison d'enfance, et où à un moment, les enfants lui demandent, parce qu'il y a toute la question de la transmission, hein, dans ce film qui apparaît. Et un de ses fils, le plus jeune, je crois, lui demande, mais ¿y dónde están los terroristas? Puisqu'elle parle donc, du terroriste, et elle dit, terroristas no conocíamos. Pues, ¿no? C'est-à-dire, non, ça, c'est pas mon histoire, on ne sait pas. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qui transparaît quand même dans ton film et que je trouve voilà, très fin. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, moi, je pourrais continuer à parler. Ton film m'inspire toujours beaucoup et à chaque fois que je le revois, en fait, j'ai d'autres idées qui me viennent. Donc, je vais en passer peut-être aux questions pour enfin te laisser parler. C'est une horreur, moi, je ne m'arrêterai pas. De revenir donc sur la genèse de ton documentaire. Est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de ce documentaire? Parce que c'est vrai que les toutes premières images de ton film, elles sont tournées à l'Institut médico-légal. Elles plantent d'entrée le décor. On est dans un pays post-conflit, c'est-à-dire un pays où on cherche, à travers des politiques de restitution justement aux familles, des corps exhumés des charniers, à penser avec tout P-A-N-S-E-R et P-E-N-S-E-R, un passé qui ne passe pas, hein, comme dirait l'historien Henri Rousseau, et notamment pour voir la question des politiques de réparation aux victimes du conflit armé. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais revenir justement peut-être sur ces rencontres et sur ces collaborations qui ont donné vie finalement à ce documentaire. Voilà. Oui, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Merci à tous pour l'invitation, merci à Valérie. En fait, tu as dit tellement de choses, c'est génial, parce que j'ai commencé à prendre des notes, et puis je me suis dit, c'est comme le film, c'est des fragments de partout, et je pense qu'on va devoir réaborder. Il y a plein de mots-clés que tu as dit, à partir desquels j'aimerais un peu repartir ou rebondir. Par rapport à ta question, c'est amusant, parce que je voulais commencer par ça. Je veux bien insister, on parle du film, mais c'est une reconstruction a posteriori. Et je me rends compte que mon discours sur le film n'a pas arrêté d'évoluer. Donc, j'ai toujours envie de faire attention à ne pas reconstruire après des choses qui se sont faites aussi. Ça reste un film et ça reste un documentaire. Donc, si bien il y a une intention, après, on est constamment, là, il y a la production, les rendez-vous qu'on donne, les rendez-vous manqués, les problèmes d'argent. Et puis, on doit constamment prendre des décisions de façon spontanée. Et les choses, donc, un peu nous échappent. Et effectivement, alors, on va repartir sur cette idée de la première séquence, la remise. Pour moi, typiquement, c'est une de ces contradictions insolubles vis-à-vis desquelles je me suis senti confronté en un côté
entre d'un côté celui qui fait son film, il machine son film, le cinéaste, et puis l'anthropologue. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai été dans un passé, je suis formation d'historien et j'ai été journaliste, mais c'était quand j'étais en France il y a 15 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail de documentariste, c'est plus du temps long. Et j'ai commencé une thèse à l'époque, enfin, j'ai fait en suspens avec Valérie. Et c'est vrai que le regard ethnographique et le regard sur le film, et notamment cette idée de fragment, je trouve, se marie très bien avec cette question posée de l'anthropologie. On peut en reparler. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment plus qu'historien, c'est vraiment une dimension ethnographique. Et en fait, je faisais beaucoup de travail autour, notamment pour la CEMAN, l'organisme des réparations symboliques. Et j'avais travaillé, on voit dans le film à un moment des dessins avec la séquence sur les enfants. Or, on m'avait demandé de sélectionner. Alors, vous imaginez à la fois pour un historien, un anthropologue, on m'envoie dans la Casona San Marcos, il y a 4000 dessins faits dans les années 80. À l'époque, c'était Servicios Educativos Rurales de Javier Torres qui avait commandité lors de concours ces dessins qui ont été faits dans tout le pays. Et donc, j'ai dû sélectionner 100 dessins liés au conflit armé. Et la SEMAN avait fait des expositions, une exposition itinérante. Et donc, j'avais fait aussi un travail autour des petits musées de la mémoire en milieu rural qui ont été ouverts et tous fermés quasiment dans des zones rurales d'Ayacucho. Donc, il y avait comme ça un espèce de compromis, comment on dit, compromis. Et c'est vrai que à l'époque, les remises de corps, dans les années 2013, quand le film a été fait, il y avait encore des remises de corps un peu spectacle. Et je dis ça parce que c'est un vrai problème. Parfois, on prend des décisions et je veux pas de ça. Et donc, à l'époque, il y avait des remises de corps, il y avait 80 corps. Il y avait une grande. Donc, c'était un spectacle et c'était une manière aussi de faire venir les médias. C'était une manière de convoquer. Les ONG voulaient ça aussi. Donc, il y avait tout un tas d'acteurs qui se mettaient dans le processus de restitution et qui un jour, je me rappelle, il y a eu une restitution. Il y avait Gilberto Jiménez, d'ailleurs, le rétabli, ce qu'on voit dans le film. Et il y avait des gens de Chongui. Certains avaient marché jusque un jour et demi pour arriver à la route. Et donc, tout d'un coup, le fiscal à l'époque fait tout un grand discours en disant, regardez, ils sont venus de loin, etc. Et il y a eu un mouvement un peu de foule parce que, en fait, les gens qui étaient venus chercher leur famille, les membres de leur famille qui avaient été tués, n'étaient pas forcément solidaires. Dedans, il y avait des gens, notamment, il a pris à partie une dame en disant, regardez, elle vient de si loin, et cette dame-là, manque de chance, son mari et son fils étaient considérés comme des criminels notoires par les trois quarts des autres familiares de victimes, des autres membres Voilà, donc il y a eu un espèce de flottement et on se rendait compte qu'il y a une différence quand même extraordinaire entre accepter et vouloir et qu'on n'avait même pas demandé aux gens comment ils voulaient que la restitution se fasse. Est-ce qu'ils voulaient faire le tour de la Plaza de Armas de Huamanga avec les autres membres d'une famille qui venaient rechercher son corps, mais qui étaient plus qui étaient leurs bourreaux. Et donc, il y avait comme ça tout un tas de choses. Et puis, nous, lorsqu'on a filmé la séquence, du coup, moi, spontanément, je me suis dit, il faut filmer une séquence, on va dire, intime. C'était ça. On veut pas de spectacle, on veut pas cette espèce de spectacularisation de la mémoire liée à la présence des médias, etc. Parce que, du coup, ces 80 cercueils, forcément, à la Repubblica le lendemain, dans tous les médias, on en parlait, etc. Mais là, nous, on est resté 3 jours et les gens ne venaient pas. Premier jour, ils ne venaient pas. Deuxième jour, ils venaient. Et pourquoi? Parce que ces restitutions étaient centralisées, les gens ne recevaient pas les courriers, ils étaient convoqués, mais ils n'avaient pas l'argent pour venir. Enfin, ça mettait en jeu tout un tas de problèmes. On fait un film, donc on a ça, on a ces paramètres. Et donc, on s'est dit, non, on va se cantonner à ça. Et du coup, il y avait cette dimension, il faut qu'on reste là et que comme un rendez-vous. Enfin, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'était quelque chose à la fois de pensée et en même temps un moment c'est plus une intuition. Après, on voit comment, à la même époque, il y avait une remise de prendas, de vêtements. Enfin, non, une remise, non, une exposition de vêtements à Lima. Et ça s'était fait à l'époque, je crois, à la Defensoría del Pueblo, parce que au Louvre, ils n'avaient pas voulu à l'époque. Et donc, ils avaient fait une exposition de vêtements, et il y avait une télé, je ne sais plus laquelle, péruvienne, un programme genre Quarto Poder qui arrive, et il y avait deux membres de familles de victimes, enfin familiales et victimes, qui étaient là, elles riaient, elles parlaient entre elles, etc. La télé arrive, forcément, elles se mettent à parler à la télé, le retour, l'émotion ressurgit, elles se mettent à pleurer.
Et puis, le soir à la télé, on ne voit pas la demi-heure où elles ont parlé, échangé, ri. On voit deux personnes qui pleurent avec un effet de zoom très lent qui s'approche des visages parce que, bon, on les a là en train de pleurer, il vaut mieux qu'on les ait là. Et puis, en plus, il a rajouté de la musique. Alors, forcément, et puis ça passait en boucle. Donc, cette espèce d'économie de la mémoire version médiatique, il y avait une réaction à l'époque. Et c'est vrai que les gens de la SEMAN, mais aussi de la Croix-Rouge internationale à l'époque, ont beaucoup milité pour qu'il y ait une décentralisation des remises de corps. Et d'ailleurs, ça a commencé à se faire à l'époque. Après, maintenant, j'ai remarqué depuis quelques temps, voilà, ça a recommencé les entregas massives depuis en tout cas l'année dernière, alors juste avant la pandémie, il y avait de nouveau. Mais en tout cas, l'idée et l'intention, c'était non, on va essayer de se cantonner à ce moment. Voilà, il y avait ça. Après, c'est le fait que ce soit au début du film, et cette réflexion autour de la trace, on pourra en parler, mais ça c'est venu après, c'est vraiment venu dans le temps du montage. C'est-à-dire, moi à l'époque, c'était, alors tu as dit beaucoup de choses, du coup je ne sais plus par où aller, mais il y avait cette idée de filmer des ponts. Et au départ, le film part de filmer 3 ponts, en fait, et pas un seul. C'est pas un film, c'est pas un film sur le conflit, c'est un film sur des processus d'individus ou de collectifs qui affrontent la question du souvenir, du conflit armé, mais qui le font par leurs propres moyens, par le biais aussi de traces, de poèmes, de sons, de chants, etc. Il y avait cette idée quand même de que les gens le font par eux-mêmes, ils emprendan su proprio camino, quoi, et pas et souvent et pas qu'on le fasse à leur place. Il y a souvent cette question quand même et ça c'est lié déjà, on peut en parler, la question de la marche. On voit beaucoup d'histoires et puis on arrive à Lima et voilà, les récits sont digérés, on s'approprie les récits, les ONG, il y a tout un tas d'intermédiaires. Il y a cette question quand même de qui raconte son histoire et quelle histoire on voit et elle est racontée par qui. Et donc, il y avait en travaillant sur des canevas d'histoire, très vite, j'ai eu envie à un moment, où je me suis dit, hein, on va faire une histoire sur 3 ponts. Donc la question de la trace, elle était là assez présente. Et en fait, on pourrait en reparler des ponts, mais très rapidement, ça n'a pas fonctionné. Parce que sinon, ça devenait un film sur des ponts. Et donc, ça devenait une thèse sur des ponts, pas de doctorat, mais un film à thèse. Voilà. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et très rapidement, j'ai pu voir que, oui, effectivement, cette question des traces était beaucoup plus riche. Et les ponts m'amenaient, par exemple, à la question du chant. Par rapport à ces femmes en bas, moi, au début, je n'avais pas d'idée que nous, on l'appelait le rap andin. À la fin, quand on montait, on avait beaucoup aimé ce mélange entre le parler et le chanter. Et en fait, très rapidement, moi, je le vois comme un rendez-vous. Et c'est un film à rendez-vous. Les enfants, on leur a donné les dessins. Dans une classe, le hasard incroyable, c'est que dans tous les dessins, il y avait un dessin d'un monsieur de Rancha. C'est le seul dessin qui n'appartenait pas au fond de la Casa San Marcos, mais qui appartenait à une personne de la SEMAN qui m'avait prêté le dessin qu'un monsieur lui avait donné à Rancha. Donc, c'est à côté d'Ayacucho. Donc, on est allé à Rancha dans une école et le hasard total, mais c'est le hasard, c'est qu'en plus, dans la classe, il y avait la fille du monsieur. Donc, tout de suite, les enfants ont fait, et c'est pour ça qu'on entend, mais elle a tout de suite reconnu. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, les profs étaient complètement désarçonnés parce qu'on voyait bien qu'ils n'avaient jamais fait de travail autour de la question de la mémoire du conflit armé, alors que les enfants se sont tous mis à dessiner la violence, sans aucun problème, parce qu'il y avait de la transmission. Donc, moi, je le vois plus comme un rendez-vous. Et il y a des rendez-vous qui ont fonctionné, il y a des rendez-vous qui n'ont pas fonctionné. C'est comme un dispositif. Et ça, c'est lié à ce sentiment un peu douloureux, en fait, pendant le tournage. On a à la fois un désir de sincérité et de pudeur propre à un chercheur qui veut respecter les espaces, qui veut pas parler à la place, qui veut pas voilà, construire un discours hégémonique ou voilà. Et puis en même temps, donc une des raisons c'était c'était le rendez-vous. Le pont de Kutinachaka, on va avoir un collectif. Au début, moi je pensais amener une personne ou deux. Et quand on voit on fait une réunion avec la communauté, et 2 jours avant, et il y a 30 ou 40 mains qui se lèvent. Tout le monde voulait y aller au pont. Et la plupart étaient des dames assez âgées, qui n'y étaient jamais. Et donc, du coup, ni une ni deux, en 3 heures, il a fallu affréter un camion. Et on s'est tous retrouvés dans le camion. Mais c'est des intuitions, voilà. Et donc après, le soir, ça a été comment on va filmer 30 personnes. Et en fait,
c'est aussi de la chance parce que c'est un collectif et finalement, ça permet à la fois d'avoir des histoires individuelles, à la fois d'avoir des collectifs. Et au fond, ça a été aussi un rendez-vous pris. À la fin, on s'est retrouvés sous l'arbre ben, moi, je leur ai jamais dit, bon, il y a le groupe, il y a un petit groupe de Yarta Marta, parce que c'est un Yarta Marta, après on pourra parler du Yarta Marta, mais il y avait la chanteuse, enfin le musicien et la chanteuse. Mais il y avait un rendez-vous qui était pris et les gens, quelque part, il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Mais on n'a jamais évoqué ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient chanter. C'était comme un rendez-vous. Et après, bon, évidemment, après, elle a toute une histoire, la dame qui parle, etc. Il y a toute une histoire, parce qu'après, on a appris à mieux la connaître. Donc, je dirais, je ne sais pas si. Mais il y a des fois des choses qui nous échappent, qui relèvent aussi à la fois un désir de pudeur, un désir de justesse. Parfois, on connaît très bien les gens. C'était le cas notamment des chanteurs. Freddy, j'avais déjà logé chez lui, je connaissais Falconi, etc. D'autres, c'est des rencontres assez récentes. Et puis après, c'est une question voilà, de rebond, de décision un peu impulsive. Et après, c'est une réécriture complète au montage. Alors, par rapport à la jeunesse, c'est ça. C'est des années à travailler pour la CEMAN, avec des conversations, y compris avec toi, Valérie, avec la directrice des réparations symboliques de l'époque, Catherine Valenzuela, un des responsables, José Carlos Alca, qui le premier me parle du pont de Cutinachaca à Bancaï. Donc, c'est quand même des semaines de va-et-vient pour aller parler à des dizaines de personnes. Et il y a une synthèse, et donc il y a des choses. Attention, on ne va pas victimiser les gens. Tu sais, il y a un ami cinéaste, Roberto de la Puente, qui me disait souvent, le problème quand on fait un film, c'est que le film reflète complètement spontanément ce qu'on est, parce que si on laisse une seconde ou deux, si on incarne trop un personnage, en fonction de décisions de couple, la personne devient un peu le véhicule de notre imaginaire, le véhicule de notre désir d'exotisme, le véhicule de notre désir d'idéalisme. Et donc, forcément, victimiser quelqu'un, c'est justement peut-être s'apitoyer trop sur les silences. On pourra en parler, hein. Ça, je l'ai vécu au moment du dernier montage. Et donc, forcément, à un moment, bah, les femmes du Cotina Chaka, on les a filmées pendant 2 après-midi, pendant une après-midi. Et systématiquement, elles se mettaient à pleurer. Mais il fallait 8 secondes, parfois 3, parfois 10. Et donc, forcément, tout de suite, c'est le directeur de photographie, Nicolas, avec qui il me dit, Seb, on continue, parce que de toute façon, je sais que tu ne vas pas l'utiliser. Et il avait raison. Et en même temps, elle utilisait la caméra et ce que nous, on était, parce qu'elle pensait témoigner leurs conditions et de réclamer de l'argent et de faire savoir. Et donc là, on est dans une problème éthique en plus. Donc, sur le coup, on ne le vit pas bien. On se dit, bah zut, on a un rendez-vous. Alors, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus de ça, je savais qu'on n'allait pas utiliser, ça durait parfois 20 minutes. Dans un film, on en utilise quelques secondes et c'est ces voix qu'on entend dans le camion. Et donc, il y a tout un tas de choses et en même temps, utiliser leur voix, ça aurait été les enfermer dans un passé inconsolable de gens qui ont passé leur vie à pleurer. Et elles aussi, un peu comme dans la Differenzoria del Pueblo, lorsqu'on a voyagé en camion, elles ont passé leur temps à se marrer, à rire. Voilà, c'était une fête aussi. Donc, ne montrer que. Voilà, donc c'est ça où tu disais ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, les silences, ils sont aussi là. Et là, c'est carrément. Et en fait, d'être placé devant un dilemme qui est un dilemme à la fois filmique et éthique, mais une éthique d'anthropologue, là, pour le coup, de sincérité par rapport à ce qu'on veut dire, et en disant, non, on ne va pas victimiser les gens. Moi, je voyais tout de suite, non, là, ça ne va pas. Et la première chose, ça a été de dire, de toute façon, ça tombe bien, parce que finalement, c'est pas un film, c'est un film qui veut filmer un processus, qui veut filmer une parole en train de se former. Donc finalement, c'est en regardant leurs témoignages et en écoutant les traductions, parce que plusieurs personnes nous ont traduites après, hein, ça, des mois après, c'était de dire de toute façon, on va bannir tous les cadres, les bustes parlants, comme on dit, les busto parlants, c'est-à-dire les voix narratives. Et c'est toujours en parlant avec différents amis qui me disent oui, n'oublie pas, il y a tel livre qui a été publié qui différencie le moi narrateur du moi expérimentateur. Mais oui, forcément, exclure définitivement ce cadre du buste parlant, c'est une prise de position qui s'est affirmée au moment du montage et qui en fait a fait sens. Parce que le film n'avait qu'une aspiration, c'était de montrer des processus et des voies en train de se former, de se construire, et pas des voies narratives déjà formées. Avec une exception qui est celle de Freddy, mais qui est une exception
de Freddy Ortiz du groupe Bouge Pas à la fin où il est quand même un peu. Mais c'est la seule narration. Mais tous les autres, c'est ça. Et même Nympha, la maman avec ses enfants, elle, pour moi, c'est une tentative d'esquisse d'un discours qui ne se forme pas. Et en fait, il y a 3 rendez-vous manqués. Il y a un rendez-vous manqué avec sa cousine où, tout de suite, on voyage plusieurs jours avec elle. En plus, elle était enceinte. Je ne savais même pas, elle n'était pas bien, elle était malade. Elle ne nous a même pas dit qu'elle était enceinte dans le film. Elle est enceinte. Et donc, elle voyage avec ses 3 enfants. Ces 3 enfants, ça a été dur. Des années après, notamment la fille s'est complètement appropriée la sortie du film. À l'époque, elle ne voulait pas. Donc, ils fuyaient la caméra, ils hésitaient. Enfin, il y avait tout un. Alors qu'au moment de la sortie du film, des années après, ça a été une histoire assez incroyable. Donc, on avait à gérer ça. Et à un moment, on va voir la cousine. Et la cousine, elle parle de sa maladie, qu'elle a été, voilà, qu'elle a une maladie, qu'elle veut faire un pago, et n'hésite pas à enlever ton micro hein, quand tu veux parler, parce que du coup, Valérie, parce que du coup, tu as éteint ton Oui, micro. non, Voilà. non, non, j'acquiesçais. Et donc, du coup, tout de suite, je me souviens très bien de débats en disant, bah, tu ne vas pas le laisser, ça n'a rien à voir. Et en fait, bah, si, je sentais au fond que ça avait à voir. Mais comme on ne connaît pas le scénario définitif du film, on le garde, on le monte un peu, et puis à la fin, quand le rythme commence à se trouver, on se dit, bah, ça va, ça se marie très bien, mais forcément, parce que c'est tout simplement un desencuentro. C'est la première histoire, le rendez-vous manqué, c'est avec sa cousine. Elle vient à la recherche d'une mémoire de quelque chose, et la sœur, elle est avec sa maladie, elle est avec ses médecins, elle est avec elle est avec ses, et donc forcément, elles ne se rencontrent pas. La deuxième non-rencontre, je pense qu'on la voit au montage, c'est avec ses enfants. C'est pour ça que les enfants, bah, il dit, mais pourquoi tu leur as pas dit de se barrer? Ou, enfin, vous savez, l'enfant, il dit, mais les touristes, pourquoi tu leur as pas dit de se. Enfin, il y a cette phrase un peu qu'on a laissée, ou alors, il y a les épines, il dit, oh, j'en ai marre des épines. Enfin, toutes ces petites quelque chose-là, c'était pour souligner que les enfants n'étaient pas. Et donc, elle essaie de former un discours et à la fin, elle y arrive plus ou moins, etc. Donc, cette idée du processus et de bannir les voix comme ça naît aussi voilà. Ce qui aussi nous a obligés à penser qu'est-ce qu'on fait des ponts, et notamment de tous les témoignages liés au pont. Le pont de Pachachaka, pour en revenir à la genèse du film, le pont de Kutinachaka et le pont de Sawinto. Et dans le film, un des montages du film, on voit les 3 ponts. Alors, le pont de Kutinachaka, on en a parlé, on pourrait en reparler. Le pont de Pachachaka, ça revient directement à mon expérience de marcheur, parce que c'est un pont sur lequel j'avais marché, puisqu'il est situé sur les chemins. Et moi, ça m'intéressait énormément de pourquoi un récit patrimonial lié à une trace du passé ou du passé lointain, voilà, le pont colonial, il y a la mémoire du pont Pachachaka liée à la mémoire littéraire d'Arguedas, au pont arguédien du Pachachaka. Il y a la difficulté du ministère de la Culture à promouvoir le pont colonial comme un emblème du Capacnien. Donc, c'est aussi le problème aussi du tabou du pont colonial comme symbole d'un tracé ou d'une mémoire qui va puiser dans un passé inca. Et des récits. Et tout d'un coup, j'apprends en allant à Bancaï qu'il y a des associations qui veulent témoigner parce que pour eux, c'est le seul des 14 ponts qui va à Bancaï qui n'a pas été détruit. Et les récits autour du pont n'arrivent pas à se former. Alors que le Kutinachaka, c'est quelque part l'inverse. Le récit se forme. Après, est-ce qu'il arrive à l'espace public? Non. Et ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, entre guillemets, le pont autour de Pachachaka ne prend pas, parce qu'il y a peut-être un récit patrimonial qui s'impose à l'autre, mais c'est quand même le seul des ponts où il y avait un commissariat. À l'époque, c'était la route d'accès à Banca, mais il y avait quand même 14 autres ponts. Ils ont tous été détruits, sauf celui-là. Et donc, je voulais voir si ça allait prendre, si on allait réussir à raconter ce pont. Et le troisième pont, c'est Sawinto, qui est un autre pont qui arrive à Bancaï. Ça, on l'entreaperçoit, c'est la deuxième séquence où la femme est debout devant ce pont détruit. Et à côté, il y a les ponts avec les camions qui passent, qui est une manière de montrer que voilà, la mémoire s'enfuit, etc. Mais on a dû le faire disparaître un peu aussi, celui-là. Donc, c'était au fond, la question du pont était complètement liée à l'expérience de la marche, pour le coup. Et quand tu associes ces trois mots, c'est aussi des histoires de migration, toutes. Et c'est aussi des histoires d'exil. Et là, du coup, il y a une construction aussi personnelle, un intérêt à la fois. Bon, moi, j'ai eu pendant des années 3 nationalités. Je vis dans un quatrième pays. Donc, tout de suite, ces histoires de migration, d'exil,
de transmission. Je les sentais tous les jours. Donc, j'ai eu la chance de marcher pendant 3 ans. Je les sentais tous les jours. Et donc, c'est vrai que c'est des histoires. C'est un voyage. Le voyage est très présent dans ce film. C'était donc aller rechercher des traces, c'était évident. Et au début, c'était d'abord la maison, une maison abandonnée, Nympha. J'ai fini grâce à Doku Pérou, on a localisé Nympha. OK, il y avait le voyage de retour. Mais venant de Lima, quoi, avec cette métaphore un peu du. Le pont, c'était le pont qui sépare, qui relie, voilà. Oui. Mais il y a Oui, un vas-y. autre pont, enfin, tu oublies le pont d'Edilberto Jiménez, Alors, il y qui a après, il y a construit. effectivement. Et là aussi, alors là, la construction, enfin, le processus, il est tout au long du documentaire, quoi, où il est là, il construit le pont, et puis Edilberto, c'est pas n'importe qui. Peut-être que tu pourrais revenir aussi sur cette collaboration avec ce rétabliste hyper connu, et notamment, enfin voilà, son incorporation dans ton documentaire, parce qu'il est là tout le temps, enfin, puis avec cette construction du pont d'argile et de. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot éventuellement. Si, alors c'est pour ça qu'en fait, d'Ilberto, c'est pour ça aussi que le pont de Cotignac-Chacas est finalement resté le seul pont. C'est-à-dire qu'il y a le pont d'Edilberto et en miroir du pont de Cotignac-Chacas, et quelque part, la métaphore était tellement puissante que les autres ponts, ça devenait ça devenait un autre travail, ça devenait autre chose. Euh, Edilberto, lorsqu'on est allé le voir, il était à Ayacucho, il travaillait dans son association à l'époque, une association allemande, et il y a eu ce sentiment qu'en le voyant, je me rappelle très très bien, je disais, mais on va pas refilmer ces retables. Enfin, il y avait cette question de, voilà, on n'est pas là, le sujet, il va pas là-dessus. Et à un moment, en parlant avec lui, il disait, mais de toute façon, moi, on peut faire ce qu'on veut, moi, je fais ce que tu veux. Ah bon, bah, dans ce cas-là, dans 15 jours, on se retrouve, et tu prends de l'argile, tu prends des pierres et tu vas nous faire une poterie. Ou tu vas nous faire un. D'accord. Et donc, en fait, l'idée s'est imposée en parlant, mais aussi, encore une fois, c'est pas par opposition, mais par réaction. C'est-à-dire, on parle avec quelqu'un, on se dit, tiens, il est emblématique, il a un discours déjà très formé, il y a déjà un film sur lui, un film qui l'héroïse beaucoup, dont la voix héroïque me gêne un peu d'ailleurs, parce que c'est pas lui qui a choisi, c'est le choix, c'est le frère de De Grégory qui le met un peu comme un héros, je ne crois pas qu'il a voulu l'être non plus. Et donc la vraie histoire du film, c'est pas de construire un témoin héroïque ou quoi que ce soit, c'était et donc tout de suite en lui parlant, je me suis dit bah oui. Avec la séquence des ponts, on va lui faire un pont. À l'époque, je ne savais pas qu'on allait avoir qu'un seul pont. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, avant le tournage, on allait le filmer avec ses mains. Donc, c'est pareil, dans la fabrication d'un film, il n'y a pas d'autre mot, c'est angoissant. On dépense de l'argent, on mobilise toute une équipe, et le type, on lui dit, on va filmer tes mains. Et les gens regardent, disent, bah, on n'a pas intérêt à se louper, parce que sinon. Et il y a aussi cette dimension dans la fabrication d'un film où on passe son temps à sélectionner. Et en fait, je réalise avec l'expérience que c'est quand on sélectionne le plus que c'est le mieux réussi. C'est-à-dire qu'au début, on veut tout avoir, on veut tout filmer. Et c'est un moment, c'est quand le processus de sélection se donne. Et donc, on filme ses mains et avant, on a parlé 1 heure. Et quand on a parlé 1 heure, on a parlé du pont. Et tout d'un coup, on réalise que lui, il a dessiné le pont de Pampas Chaca. Parce qu'avant le Cotina Chaca, le pont s'appelait Pampas Chaca. Et je me souviens de ça parce que dans la recherche, et ça, c'est une des vidéos qui est au Loom, parce que toutes les vidéos, justement, des 3 ponts, les vidéos complètes quasiment, ont été déposées au musée, dans les archives, le site internet du BPI du Louvre. C'est une manière de dire, on n'a pas pu garder vos voix, on n'a pas mis l'intégrale parce que c'est pas possible, mais il y a eu tout de suite cette idée, la seule manière éthiquement de ne pas se sentir mal ou mal à l'aise, parce que pareil, 6 mois après, 1 an après, j'avais des appels ou des mails, alors le film il est déjà prêt, alors que le film a duré 4 ans et les gens pensaient que ça allait se faire dans les 2 jours. Donc forcément, on n'était pas du tout dans le même processus. Et il y avait cette angoisse, donc à un moment, on a donné, et ils sont tous disponibles, il suffit de taper Kutina Chaka, Sawinto, Pachachaka, ils sont sur Internet, voilà. Et donc, c'est une manière un peu de répondre à ce dialogue avec les communautés. Parce qu'à chaque fois, on est passé avec des associations, que ce soit à Bancaï ou que ce soit à Andahuaylas. Mais pour en revenir à Edilberto, on avait parlé du pont et lui, tout de suite, il a reconnu le pont parce il connaît tout Chungi. Aujourd'hui, c'est Oroncroy.
Et il avait dessiné, effectivement, il me montre le dessin et il y a l'histoire du Pampas Chaka. Et on relie ça à l'histoire du fondateur, entre guillemets, du pont, Mark Williams, qui avait fondé l'association Pro Andes. Et là aussi, j'étais un peu mal à l'aise parce que Pro Andes, Mark Williams, c'est quand même une des rares personnes avant tout le monde qui est resté pendant tout le conflit armé là-bas. Il a des histoires pas possibles. C'est quelqu'un qui assume son côté polémique. Sa voiture, Edith Lagos s'est fait arrêter dans sa voiture parce qu'ils se sont fait. Il travaillait dans une association, il construisait des puits. Un groupe armé est arrivé, ils l'ont comment dire, mis en joue. Ils ont pris toutes leurs affaires et leurs voitures. Et 15 minutes plus tard, ils ont entendu une rafale et c'est en tout cas tout ce qu'on me raconte, et Edith Lagos est tuée. Et donc, il y a tout un tas d'histoires, et lui est resté là-bas, il raconte énormément de choses, et après le conflit, il participe grâce au budget d'une part, mais lui, il trouve ses propres budgets, et il incite les gens à reconstruire un pont. Et ils vont tous là-bas au fond de la vallée, ils terminent la route jusqu'à la rivière du Rio Pampas, et ils construisent pendant le 3 mois le pont. Donc c'est vraiment un pont reconstruit par les gens. Il y a un vrai acte de pouvoir. Ils s'approprient le pont, et quand quelqu'un de je ne sais pas quel ministère ou institution arrive en disant bah, on a vu que vous avez refait une passerelle, ils arrivent avec Pampas Chaka. Et Mark Williams raconte que les gens prennent le panneau de Pampas Chaka, ça c'est la métaphore, c'est ce qu'on m'a raconté, ils le tirent à la rivière, ils le jettent à la rivière et ils appellent le pont Kutina Chaka. Et ce qui est incroyable, c'est que 30 ans après, tout le monde l'appelle Kutina Chaka. Donc il y a vraiment cette appropriation quand même marquée par une expérience commune, etc. Donc Edilberto connaissait l'histoire. Donc tout de suite, en faisant le pont d'argile, bah, on le sentait souffler. Ça a été compliqué le montage parce que, bah, à un moment, il s'arrête, quoi. Il n'arrivait pas à penser. Enfin, il fallait qu'il parle, qu'il fasse son pont. Et donc, en fait, c'est la conversation qu'on a eue avant qui est revenue. Et du coup, ça se mariait très bien. Mais là encore, c'est un rendez-vous. Il aurait dit autre chose. Bah, on aurait dû faire aussi avec. On peut pas à un moment. C'est pas sinon, on fait un storyboard et on fait de la fiction, quoi. C'est ça qui est. Du coup, c'est ce qui est assez intéressant. C'est à la fois ce sentiment et c'est vraiment des intuitions. C'est pas. On se dit qu'on a eu vachement de chance parce que c'est aussi un jour on entre chez quelqu'un et il dit quelque chose, il dit ah non non mais oui il a raison. Je crois qu'il a dit oui vous allez encore me filmer avec les rétables quelque chose comme ça et moi je lui dis mais il a raison quoi. Oui c'est vrai qu'il y a pas d'autre mot ça suffit. Et en fait, c'est tant mieux. Et donc, c'est des hasards comme ça qui fait qu'en fait, une trace s'affirme, un symbole. Et après, le pont, des années après, moi, j'en vois partout maintenant. Il y a un film colombien qui vient de se faire sur un pont. C'est la métaphore qui peut dire plein de choses et qui exprime très bien, en tout cas, une partie de l'histoire. Après, la musique s'est affirmée complètement au moment de la scène de Kuchinachek. Là, je me suis dit, oulala. Et après, je savais qu'il y avait Freddy, je savais qu'il y avait Falconi, etc. Et donc, du coup, la question sonore, la question de l'ensayo avec Falconi et ses décoristes, cette question de la recherche, on a essayé de favoriser toutes les postures de recherche. Même si la séquence de Falconi se termine où elle chante, où il joue de la musique, c'est-à-dire le concert, c'est le processus de construction. Ils essaient de chanter une chanson, ils l'oublient. Voilà, il y avait cette côté, on recherche une sonorité. Donc, cette idée du processus se formant, de l'ensayo, c'est dès qu'en tout cas au montage, on a passé son temps à essayer voilà. Donc, le coup du pont, le coup du pont et de son petit côté fictionnel aussi, c'est ça. Et les côtés fictionnels dans un documentaire, il y en a beaucoup. Par exemple, tu me parlais au début au début, en fait, moi, au début, dans le film, le début qui commence avec la remise de corps, au début, elle n'était pas au début. Au deuxième montage, ou au troisième montage, l'avant-dernier, il était au milieu. Et c'est vraiment pour le dernier montage qu'on l'a mis au début. Parce que ça faisait sens. Tu sais, il y a un moment, le matériel manda, comme disait. Voilà. Donc, mais ça fait sens aussi, et ça se comprend. Finalement, c'est un film autour de la question de la trace. Un pont, une mélodie, et donc ce que tu as dit au début, où tu associes à la fois la migration, l'exil, la trace et la transmission, bah oui. Et en fait, ça correspond à mes obsessions complètement de marcheur. Ça, c'est une évidence. Donc, et d'ailleurs, il y a deux obsessions qui ont guidé ma marche à l'époque. Pardon, j'ai un problème de.
il y a deux obsessions, c'était les ponts et les antennes. Parce que quand je marchais, j'étais très marqué par la question de la radio. Or, je me dis, et c'est assez drôle, ça fait 10 ans que je travaille sur un projet de film de radio et je suis actuellement en train de travailler sur une radio. Donc ces deux métaphores voilà, donc, pour en revenir à ce deuxième corte ou ce troisième, enfin l'avant-dernier, c'est un film de 2 heures et quart qui fonctionnait pas, les histoires étaient trop longues. Donc, bonjour le dilemme et l'épuisement. Ça faisait 2 ans, il y avait des kilomètres de films en quechua. Je t'avais embêté toi pour la traduction. Enzo Henroni, je crois que j'ai embêté tous ceux que je connaissais par rapport à la langue quechua. Je voyais que certains n'avaient pas les mêmes traductions. Donc, il y avait aussi ce désarroi et l'épuisement parce que dès qu'on fait appel à un monteur, ça coûte de l'argent. Et donc, le film s'arrête. Et à un moment, là, j'en reviens à Borges, c'est-à-dire, en fait, nada queda sino nuestra ternura, ça ne vient pas de Borges. Je cherchais, avec une amie, on se nourrissait de poèmes pour voir quel titre on pourrait donner. Et donc, nada queda sino nuestra ternura, ça vient de Bolaño. Mais en recherchant ça, je tombe sur Borges et sur la métaphore des miroirs brisés. Et alors, en espagnol, c'était, alors évidemment, il est argentin, mais ça, c'est bon, sans doute un peu, mais il a ce poème alors je l'ai là sous les yeux, c'était un poème qui s'appelle Cambridge, Elogio de la Sombra, où il dit Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Et là, tout d'un coup, je m'arrête et je me dis, mais lui qui était aveugle, etc., il se dit, mais oui, en fait, il est en train de dire tout ce que le film ne reflétait pas. Et ça, c'est un problème de tempo. Et c'est vrai que souvent, au cinéma, on voit si le film, si l'image reflète l'espace, le montage, souvent, reflète le temps. Or, quand même, c'est un film sur la mémoire, le temps, la fragmentation. En plus, là, ça nous ramène à la question de l'ethnographie. Gérard Cayoma, qui parle français, qui travaille beaucoup avec l'Alliance française de Trujillo, qui gère le festival de cinéma de Trujillo, disait récemment, il parlait de la question de la fragmentation expressive pour exprimer le film tel qu'il avait été conçu. Et c'est vrai que finalement, cette idée du fragment, du miroir brisé, de la mémoire imparfaite, de la mémoire qui ne va pas guérir, ambiguë, contradictoire. Je la vivais aussi dans ma propre déracinement, je le vivais dans tout un tas de choses. Mais deux, je trouve que ça colle très bien à l'idée d'un film ethnographique, personnellement. C'est-à-dire finalement, on glane plein de choses et on est comme un chef d'orchestre. Et si on veut être fidèle aux fragments qu'on glane, que ce soit des poèmes, parce que finalement, les poèmes que les choristes de Falconi lisent, c'est aussi des poèmes de concours qui ont été réalisés. Donc, en fait, nous, on peut sélectionner des poèmes, on peut sélectionner des dessins. Après, le problème, c'est plus le travail des chefs d'orchestre. Et ma seule manière d'être sincère avec tout ça, c'était de mettre en valeur des matériaux complètement subjectifs. Un historien, il verrait ces matériaux, il dirait, non, c'est pas des fuentes primarias, c'est pas. Mais pour un anthropologue, finalement, c'est dans l'édition, enfin l'édition, c'est-à-dire le montage, où en passant de 2 heures et quart à 1 heure, des histoires trop longues ont fait sens. Parce que les 5 histoires étaient comme 5 petits longs métrages qui ne fonctionnaient pas comme des unitaires. Et en les désincarnant, en quittant de l'incarnation, en quittant des processus d'identification, en arrêtant de s'apitoyer sur des silences, en enlevant ça, en disant, voilà, en déplaçant aussi, tout d'un coup, les histoires aussi se répondaient. Et donc, on n'était plus dans ce musée chimérique de forme, inconstante, etc. Et ça a été une vraie leçon, un apprentissage complet, en fait, et qui, en plus, répond à cette démarche, même si, après, on peut en parler 1000 ans, mais c'est le désir d'honnêteté, de pudeur, et en même temps, ce rapport un peu à la fois à mon ressenti, la question de la migration, jouer sur le rapport entre la côte et les Andes, jouer sur cette question de la migration, voilà. Il y a quand même des coups brusques à un moment qui dérangent. Si, ça assumé complètement. Voilà. Enfin, je ne sais pas donc, par rapport au temps et à la mémoire, moi, ça a été. Voilà, je ne saurais plus aujourd'hui écrire ou faire un film. J'ai besoin de fragments partout, je me rends compte. Même pour le film actuel, j'arrive à travailler avec des petits bouts.
Sinon, on reconstruit des récits un peu hégémoniques, un peu. Donc, on en revient à cette question du récit et ces difficultés peut-être aussi que j'ai à faire cette thèse ou que j'ai arrêté ou suspendu. Et comment créer des voilà quand on travaille avec des fragments et voilà. Moi, ça m'a. D'où l'idée de Borges dont je t'avais parlé. Euh, voilà. Enfin, après que la musique s'impose comme un médium pour parler du passé ou même la langue, en fait, c'est venu aussi d'une recherche désespérée de ressources. Tu fais un film, ton langage, c'est le langage audiovisuel. Il n'y a rien de tel que la langue, que le voyage, que la musique, que le chant, qui sont des ressources aussi. Les poèmes, ce sont des textures. Donc il y a aussi ça, il y a quelque chose de bêtement pratique. Après, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché, ça dépend énormément. Voilà. Après, il y a une espèce de. Par rapport au pont, par exemple, le deuxième pont, le pont de Pachachaca, je suis allé voir Ramiro Niño de Guzman, qui est un de ceux qui a participé à la création de l'Ojo que Llora d'Apurímac. Alors, c'est un des entrepreneurs de mémoire, on va dire, régionaux. Et il était prof à l'époque à Abancay. Et j'arrive, on le filme, ça a été un, pardon, ça a été un chaos invraisemblable, le tournage, il y avait un bruit infernal, etc. Donc ça prenait pas, la séquence était compliquée. Et puis il avait un côté très professoral. Bon bref, parfois ça tient un peu de choses. On fait la séquence et à un moment on se dit on va essayer de faire parler les autres membres du collectif de déplacés forcés qui avaient fui par le pont. Notamment l'un d'eux avait fui à l'âge de 11 ans et je me disais, tiens, ça va être une. Peut-être que ça va. Aujourd'hui, c'est mon grand regret. Je pense que j'avais pas assez d'expérience. Aujourd'hui, je sais pas, Herzog, on aurait fait un truc extraordinaire. Et moi, c'est tout simplement été décontenancé. Un jour, un dimanche matin, il me restait 2 heures pour filmer. Et je lui dis, bah oui, on se voit le dimanche, on avait la pression, il fallait prendre le bus, j'avais de l'argent, des histoires d'argent. Et lui, il dit, bah, très bien. Et il débarque le dimanche, je n'avais pas fait attention. Il débarque de l'église évangélique. Et donc, il arrive en costume au pont de Pachachaca. On allait descendre ensemble pendant une demi-heure ce tronçon de chemin abandonné, de chemin ancien en plus. Il débarque mais c'est pas en costume, c'est en costard, quoi. J'ai l'impression qu'il allait au bal. Et donc, on se retrouve penaud en se disant, on va descendre, filmer un pont et tout ça. Il est en costard. Et en fait, ça aurait pu faire quelque chose de génial. Ça aurait pu Et faire tu quelque l'as chose. pas Aujourd'hui, je le filmé? filmerais. Non, j'ai paniqué. J'ai paniqué et tout ce qu'on a fait, ben, je lui ai donné mes vêtements. Donc je me suis mis en slip pour lui filer mon jean et lui m'a filé mon costume, son costume. Donc je me suis retrouvé en costume. Enfin, des histoires comme ça. Et derrière un tournage, il y a toujours des histoires comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des intuitions, des choses Ouais. qui fonctionnent pas. Et aujourd'hui, je crois que typiquement, cette séquence aurait pu être extraordinaire et ça a été un raté complet par le stress, par bah, en fait, je crois qu'on avait la séquence. Il fallait le mettre en costume, en costume de bal Et toi en slip, sur le hein. pont. Et voilà. Voilà. Et donc, il y avait cette question un peu du cinéma et de sa manière de construire les choses. Et parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Alors, des choses comme ça, il y en a plein, des anecdotes où il s'agit quand même de faire parler les choses et de faire se relier des sons, des images de manière complètement différente que par le langage académique. Et parfois, ça. Et j'avoue que j'ai pas du tout réglé l'équation. Et en fait, on ne le vit pas forcément très bien. Je ne l'ai pas vécu bien. C'est compliqué de vouloir à la fois parler à un public de collègues, de vouloir parler au grand public, parce que quand on fait un film, on a envie qu'il soit vu. Et si on fait un film narratif un peu abscon où des profs parlent, on fait un film ennuyeux qui sera vu en fait par quasiment personne. Et donc, c'est toujours ce problème du public, à qui on s'adresse, dans quels univers on veut que ça soit vu, est-ce qu'on veut que ça passe en festival. Donc, et puis, on parle à ces gens et les dames nous parlent, mais elles nous font la sévère bis. Et là, on est là, oh, la sévère bis. Donc, du coup, bon, bah, maintenant, on a donné les témoignages au Loom. Mais ça pose vraiment aussi toutes ces ambiguïtés, quoi. On est un peu, quand on fait son film, on est un peu en contradiction constante. Hein, contradiction constante entre ce qu'on veut filmer et donc le relativement sincère. Voilà. Donc, pour en revenir à cette question de la fiction, il y a une deuxième fiction dans le film qu'on ne voit pas du tout, mais assez curieusement, tout le monde m'en parle, donc ça veut dire que ça a marqué. Il y a le pont d'argile d'Edilberto. Et en fait, souvent, je dis que c'est une fiction parce que finalement, Edilberto, il fait un pont, mais c'est un élément fictionnel. On dit beaucoup que le documentaire n'existe pas, toutes les fictions. On lui demande de faire une métaphore.
Mais il y a une deuxième métaphore dans le film, c'est la remise de corps. La remise de corps, on est resté 3 jours à attendre, les gens ne venaient pas. Donc il y a 10 000 choses à raconter, on est frustré parce qu'on sait qu'on ne va pas le raconter, pourquoi ils ne viennent pas, le rendez-vous manqué, il y avait plein d'enjeux de pouvoir liés à ces remises de corps et ces restitutions dont tu parlais tout à l'heure et qui posent problème et qui reposent problème aujourd'hui, parce que je vois que les restitutions massives recommencent en ce moment. Donc tout ce qui avait été acquis il y a 4-5 ans s'est reperdu du fait des changements de poste des uns et des autres. Donc moi, ça m'interpelle. Valérie, tu allais souvent sur le terrain et tu as accompagné des remises de corps. C'est quand même lié aussi à certains fonctionnaires qui ont dit non, on va faire des restitutions décentralisées, on va amener, voilà. Et donc, c'est en train de faire. Mais tout d'un coup, à un moment, on se dit, mais comment on va le filmer? On a passé 2 jours et demi dans cette salle. Une salle moche, une salle où on savait, je regarde ça, je me dis, il y a de l'écho. Donc, c'est une horreur quand on veut faire un film, on se dit, il y a de l'écho. Il y a rien il y avait il y avait des fenêtres de partout, donc on savait que ça allait être des plans cramés avec une. Tu sais, quand on filme, il y a des différences de diaphragme telles que bah, si on veut que ça soit. Voilà, donc ça allait donner sur l'extérieur et donc forcément on allait avoir des contre-jours. Et donc on se retrouve devant tous ces dilemmes et à un moment, bah, la manière de résoudre le dilemme, c'était de dire, eh ben, il y avait des tables et à un moment on voit une remise de corps, une petite, et en fait ils ont posé, il n'y avait rien de prévu. On leur dit, mais vous n'avez rien prévu? Non, il n'y a rien de prévu. On pose la table, un jour c'est là, un jour c'est là, on met le, en plus, il y a quand même cette question. Nous, on a filmé tout l'Institut médico-légal. On m'a demandé de ne pas utiliser les images, mais on a filmé le dernier étage où tous les corps étaient mis dans des cajas de panettone. Enfin, les squelettes étaient dans des boîtes de panettone. Hein. Donofrio, moi, je les ai, Il faut les qu'on en images. reparle, il faut qu'on en reparle alors. Oui, il y a plein de choses à dire. On a filmé tous les bureaux, on a tout filmé. On a filmé les bureaux, les gens en train de travailler. Parce qu'à un moment, je me disais, on va peut-être faire. C'est ça aussi un film. On filme les ambiances. Moi, je voulais filmer ce côté médico-légal. En plus, ce qui était intéressant, c'est que pour eux, le pont de Cotignac-Chaka, pour les gens de l'Institut médico-légal, c'était une frontière. Et ça, je l'ai utilisé par contre pour un article. Pour eux, Chongi, c'est aussi une place à part. Donc, il y a aussi des imaginaires qui se construisent. Enfin bref, et tout ça, c'est pas été dans le film. Mais par contre, à un moment, en voyant que ça allait se filmer n'importe comment, eh ben, on a décidé de mettre les tables en longueur. Et on a mis, comme il n'y avait pas de place, ben, on a mis une GoPro. En fait, l'image du départ, c'est une GoPro. Avec une GoPro, c'est ces espèces de caméras que les sportifs mettent sur leur tête, sur leur casque lorsqu'ils font du ski ou du machin, d'une très mauvaise qualité. À l'époque, on n'avait même pas d'iPhone pour regarder la GoPro, pour regarder le plan qu'on allait faire. Donc, on avait quand même attendu 3 jours pour se terminer par faire un plan, un peu comme pour les mains de Dilberto. Et je me rappelle au directeur de photographie, je lui dis, mais comment tu sais que ça filme bien? Ben, il dit, je sais pas. Ah bon, d'accord. Et donc, on met le truc et en fait, tout simplement, on se rend compte qu'on a fait une mise en scène. Puisqu'on dit, aux responsables de l'Institut médico-légal, à Lucio, on lui dit, bah, écoute, si c'est possible, mets tous les familiares de victimas de l'autre côté et laisse tous les gens de l'Institut de l'autre. Alors, ça reste une construction, ce n'est pas le hasard. Donc, ça m'interpelle toujours, mais en même temps, ça fait force de quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne savait pas, il y a la fiscale qui arrive en jupe, il y a le photographe qui arrive et qui fait prendre ses photos, mais c'est aussi une mise en scène, finalement. Mais une mise en scène spontanée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, finalement, dans ces moments-là, tu prends ta décision en fonction de 1000 paramètres pour que malgré tout, tu réussisses à capter quelque chose. Voilà, enfin, je ne sais pas si je. Par rapport à la restitution, c'était ta question de départ. Ouais. Mais en fait, moi, je crois que je vais arrêter de poser des questions parce qu'il est déjà 8h10 et qu'il faut que les autres personnes puissent s'exprimer et te poser des questions à toi. Donc, Marie-Belle et White, je vous laisse peut-être prendre la parole pour distribuer la parole auprès des autres. On ne voit pas les têtes, il n'y a que des carrés noirs, mais il y a des gens. Merci pour vos interventions. Du coup, maintenant, si le public a des questions, si hay preguntas.
du coup, s'il n'y a aucune question, on va en faire nous. Je commence. Du coup, j'aimerais bien revenir sur l'épisode que vous avez évoqué sur donc la descente, le monsieur en costume, endosser son costume, ou que vous étiez en slip, j'ai pas très bien compris, et que du coup, lui, il était habillé avec vos vêtements. Donc, je pense qu'il montre bien toutes les tensions qui peuvent nous traverser parfois sur le terrain. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment est-ce que cet homme-là, il a réagi, qu'est-ce qu'il vous a dit, comment vous avez justifié ça? En fait, on ne l'a pas montré au final, c'est-à-dire qu'on n'a pas, la séquence a été enlevée, donc il n'y a pas toute cette séquence-là. Par contre, tous leurs témoignages sont sur le Louvre, c'est-à-dire qu'après, on est allé projeter le film dans plusieurs endroits et puis leurs témoignages sont disponibles, en quelque sorte. Donc le contrat de départ était là aussi, c'est-à-dire que l'idée, c'était de faire connaître tous ces témoignages autour de Trois Ponts. Voilà, moi, c'est un peu toute la dynamique à un moment c'est compliqué, en fait. C'est une question. On en revient à cette question des femmes qui vont pont aussi, qui font des témoignages parfois de 20 minutes. On en garde deux phrases. Et en même temps, on a envie que, puisqu'elle a donné du temps, qu'il y a un contrat moral pour que ce témoignage soit connu, ben, on cherche une manière de le montrer. Ils l'ont vu, le film. Et d'ailleurs, ils l'ont vu. Alors, ce film, pour le coup, ça pose une autre question très ambiguë, qui sont les lieux de production on va dire, enfin, de l'art, entre guillemets, les lieux de production de la culture ou de l'art, et les espaces de validation, les espaces de production et les espaces de diffusion. Et d'ailleurs, ça pose la question, par exemple, du Loom même. J'ai aussi conscience que quand le film est projeté au Loom avec un super concert de Freddy, etc., on touche que certains secteurs, qui va voir des films au Loom, qui va consommer cet espace-là, dans quel contexte. Est-ce qu'on ne répond pas à un agenda culturel d'une certaine élite, etc. J'en sais rien, mais c'est vrai que ça pose cette question. J'y suis allé en Hawaï, s'ils l'ont vu, ils n'ont pas du tout reçu le film mal, ils ont juste pas du tout non plus forcément reçu le film tel que je voulais qu'ils le reçoivent. Donc il ne faut pas non plus, voilà, il faut pas idéaliser l'objet. Ça a un moment. Donc je ne sais pas si on produit une connaissance ou si on produit quelque chose, mais je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est en fait le film est plein de choses comme ça. Ce que je sais, c'est que par exemple, un autre, alors c'est plus facile pour moi par rapport au film qui est le pont qu'on voit. Par exemple, il nous a demandé de filmer après ce qui l'intéressait vraiment en bas, la femme qui chante avec son mari, c'est qu'elle fasse un clip vidéo sur le pont. Donc en fait, on s'est retrouvé en guise de rétribution à tourner un clip sur le pont où elle tourne, où elle fait son chant, etc. etc. Puis ça n'a pas été fait après. Il y a pas eu ça n'a pas été diffusé, mais ils aspiraient réellement à que ce clip, cette musique tourne dans les radios locales, que ça soit connu. Et c'est le genre d'histoire qui n'arrive absolument jamais dans l'espace public. Après, il y a énormément d'enjeux. Il y a un entretien très intéressant, je pense, de Mark Willem sur le site du Loom, où justement, pendant 1 heure, il me parle de ça. Il connaît très, très bien la situation d'Awailas, l'ambiguïté de la société, la manière dont se sont intégrés les migrants forcés de Chungi, d'Olonkroy à Andawailas, tous les enjeux, et c'est douloureux, même encore aujourd'hui. Lui-même me disait en off que beaucoup de gens qui sont rentrés par le pont de Kutinachaka, au bout d'aujourd'hui, ils sont en tôle, ils sont en prison à Andawailas parce qu'il y a un moment ou un autre, ils s'en sortaient pas et voilà, ils ont été mochileros et ils ont transporté un peu de drogue. Et donc, c'est des histoires assez difficiles. C'est vraiment des histoires. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ils ont vu le film. Voilà. Après, il n'y a pas de rien d'autre, je crois. Moi, j'ai pas du tout voilà. C'est un film. Ça reste un petit film. Pardon, en fait, je ne sais pas si elle était très claire, ma question. Vas-y, précise. Par contre, ça coupe.
sur le moment pendant le tournage, quand vous avez vu cet homme donc arriver en costume et que vous lui avez dit de l'enlever, comment est-ce que lui, il a réagi? Vous entendez? Non, mais je le connaissais un peu, ça l'a fait rire, je lui ai proposé, il n'était pas gêné du tout, il était voilà, comment dire, voilà, non, ça l'a fait sourire. Ça l'a fait sourire. Il a bien conscience que c'était une mise en scène. Le moment beaucoup plus fort pour lui, ça a été son témoignage, qui est d'ailleurs disponible sur le site du Loom. C'est quand même un monsieur qui est jeune, hein, il est jeune. Il est assez costaud. C'est quand même quelqu'un qui est parti à l'âge de, je ne sais plus, 10 ans, tout seul pendant 3 jours. Hein, il est allé à Bancaï tout seul à pied. Voilà. Voilà, donc c'est pas du tout. Non, non. Puis c'est vrai que parce que j'y étais allé quelques mois avant, c'est-à-dire là, il y a quand même un travail d'approche, de production. Il y a des gens avec qui on se permet de faire des choses parce que voilà, on sait qu'il va accepter. Mais s'il m'avait dit non, ça me gêne, ou s'il n'avait pas rigolé, on l'aurait jamais fait, tout simplement. Voilà. Il aurait peut-être dû dire non d'ailleurs, et ça aurait fait une super séquence. Voilà. Donc ça, c'est pas. Par contre, euh, les femmes qui voulaient aller au pont de Kutinachaka, ça a été une expérience extraordinaire. Et une des questions posées, par exemple, c'est comment on les filme. Et, euh, et voilà, du coup, on se retrouve avec 40 personnes. Et donc, il y a un moment, la veille au soir, 1 heure avant, on pensait y aller avec une personne, et on se retrouve avec 40 dans le camion. Et donc, on se dit, bah voilà, alors attends. On se dit, oui, alors, mais ça sert à rien, on va pas les filmer un à un, non, etc. Et c'est en fait en parlant comme ça que, un peu, bah, on s'est dit une phrase, leitmotiv, todas son una, toutes sont, voilà, voilà, on filme un collectif, un plan, boum. Et on met une caméra avec un trépied, et en fait, c'est les seules images qu'on a du voyage, par exemple. On est dans la métaphore constante, en fait. Il s'agit d'essayer de faire passer par l'image une émotion, une situation, voilà, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, à un moment résonne ou pas. Je reviens sur cette question du héros, de la victime et tout ça, parce que euh, il y a vraiment cette question et cet enjeu. Moi, vraiment, dans les 2, 3 premières versions du film, il y avait quelque chose d'un peu complaisant. Il y avait trop d'aternoiements, trop de silence. Je me rends compte aujourd'hui. Et parce qu'on pensait qu'il y avait quelque chose de sacré, il fallait respecter la parole de la personne, et on avait tendance à la regarder un peu trop pour la victime qu'elle était. Et bien sûr qu'elle a eu comment on dit, une altération de ses droits fondamentaux, et que le film aussi ça pour ça. Mais faut pas non plus qu'elle devienne le véhicule d'un idéalisme, qu'elle ne s'identifie que à ce statut de victime ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait toujours cette question d'un moment, comment lâcher prise avec ce regard sur la victime. D'où le fait de ne pas utiliser les voix des femmes pleurant. Sauf dans les voix dans le camion, on entend un tout petit peu à un moment, mais ce qui a été dit, c'était sordide, c'était infernal. Il y a la moitié des femmes du collectif sont dans une situation absolument dramatique de non-intégration. Elles portent le stigma de la migration forcée. Certaines ont été employées à des postes où voilà, elles ont survécu pendant des années. C'est compliqué. Donc, mais ça, on peut pas le dire parce que on peut pas tout dire. Sinon, on fait un livre en fait. Je crois que dans un film, il faut assumer aussi de s'exprimer avec le langage audiovisuel. Et bon, voilà. J'ai vu qu'il y avait une question. Sí, muchas gracias. On a une question de Kevin Salaville. Donc, bonjour, merci beaucoup pour vos lumières sur les tours et détours que prend un documentaire aussi ambitieux et émouvant que le vôtre. J'avais une question sur une séquence précise. À un moment, on voit des filles qui défilent au pas. Quel est le contexte autour de cette séquence? Alors en fait, et là ça va peut-être me permettre de rejoindre le court-métrage Passion à Machuco. En fait, c'est exactement comme pour la cousine avec Nympha, quand elle va voir sa cousine. C'était des séquences absolument pas prévues. Mais on faisait ce qu'on appelle on faisait des shot lists, donc des listes de plans.
moi, j'avais mes 3-4 poèmes que j'avais sélectionnés. Et donc, je m'étais dit, alors tel poème, ça évoque un cimetière, on va filmer que des tombes, sans voir les noms, mais en voyant les années 80. Et puis, il y avait ce poème où il parle d'Ayacucho, la douleur qui reste, mais en même temps, tout le monde, voilà, on est dans le présent. Donc, je me disais, tiens, si on met plusieurs poèmes, ça va être le dernier. Bon, voilà. Et donc, on se dit, bah, moi, j'aime beaucoup cette idée, et je parle du poème qui se passe de nuit, parce que ça nous amène aux filles qui marchent, en fait, au pas. Donc, on se lève de nuit à 3 heures du matin pour faire des travelling où le cadreur a passé 3 heures, les fesses dehors, dans le froid, en train de faire les plans, et on essayait de filmer. Moi, j'ai toujours été marqué quand je marchais par ce cadre de la ville coloniale. C'est un regard un peu de géographe aussi, ou de géographe en herbe. Tu marches dans les Andes, on parle beaucoup de la métaphore des ponts, mais moi, les ponts, quand j'arrive dans le fond des Andes, il y avait quelque chose de très douloureux. J'avais qu'une envie, c'était de partir. J'ai marché 3 ans, 9 mois, 6 mois et 6 mois. Et quand vous êtes au fond d'un fleuve, d'un canyon profond, c'est très arguédien. Moi, j'étais angoissé parce que c'est la mort, tout est abandonné. J'ai quand même tenté de traverser 2 fois le Rio Pampas à la nage, parce que là où arrivaient les anciens chemins Inca, il y a plus de pont. Jusqu'au jour où le paysan me dit non, tu peux marcher, tu peux traverser à la nage qu'à un endroit où l'autre arrive là. Donc, ces canyons profonds étaient très angoissants. Et l'arrivée dans la ville, et dans la ville d'origine coloniale, était extrêmement étrange. C'était comme un décor. Je l'imaginais comme un décor. J'imaginais, je sais pas, j'avais le sentiment un peu, mais la ville de, je sais pas, Star Wars en Tunisie. Vous savez, le décor planté en plein désert. Et je trouvais qu'il fallait qu'on filme ce théâtre, comme un théâtre. Et donc, filmer les toits, le profil de la ville à partir d'un travelling, parce que c'est quand même une ressource, un travelling, c'est ce mouvement transversal, une ressource filmique assez agréable. Donc, d'une voiture, on a essayé de restituer ça, où on filmait un peu les églises, où on filmait la place d'Armes, pour essayer de restituer comme ça ce cadre. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure manière d'évoquer le poème qui est lu dans le film par Falconi. En fait, il y a eu 4 poèmes. Le poème que je préfère n'a pas été mis. Ça fait partie de ces choses, à un moment où on construit le film et on est dégoûté parce que ça ne rentre pas. Mais en fait, il y a un poème tout seul que j'adorais. Voilà. Donc, il y avait ce côté, c'était insister sur le temps colonial. Enfin, pas la mémoire, mais insister quand même sur cette présence, on va dire, d'une architecture, voilà, qui m'évoquait, en tout cas métaphoriquement, une autre violence. Et à un moment, on filme tout ça. Et puis, on va filmer des plans en hauteur qu'on voit le matin. On était dans le quartier de Carmen Alto, le quartier des Muletiers, voilà. Et on voit des plans où on commence à voir les feux d'artifice. Et donc, tout de suite, les feux d'artifice, ça faisait un peu penser au pétard, ça faisait penser à la douleur, à la violence, dans cette espèce d'aube. On voit le plan à un moment avec les oiseaux, un plan assez long. Et tout coup, on se dit, tiens, ils sont en train de répéter ils sont en train de faire une répétition générale. Les filles, elles sont en train de répéter sur la place. Et donc, on s'est dit, on va refaire un plan travelling comme ça des toits et on va arriver sur la place. Et alors après, qu'on n'aime pas, moi, je trouve que c'est aussi une scansion intéressante. Enfin, on célèbre quoi au travers de ces marches au pas cadencées, un peu militaires, avec des hymnes militaires. Moi, j'ai fait mon armée. Ça m'a rappelé d'autres formes de célébrer la patrie, des formes de, voilà, il y a ce rapport à l'autorité, il y a tout ça. Et donc, ça m'évoquait, alors que ça soit vrai ou pas, je ne sais pas, mais ça me surprend de voir combien finalement l'État met tant d'efforts à continuer à célébrer des marches au pas cadencées comme ça, etc. Et combien, quelques jours avant, on était à Rancha et on a eu un mal de fou à faire accepter qu'on mette 10 dessins dans une salle de classe pour filmer la question du conflit armé. Alors après, tout le monde sait bien que l'école a été très touchée par le conflit armé. Il y a eu plein de profs qui sont... voilà, il y a une mémoire compliquée de l'éducation, enfin des institutions éducatives péruviennes vis-à-vis du conflit armé. Mais finalement, on a trouvé que les enfants assumaient beaucoup mieux le passé et le dessinaient très très bien et avec beaucoup plus de spontanéité que l'institution, qui avait beaucoup plus de mal et beaucoup plus de tabous par rapport à ça. Mais après, bon, donc moi, j'ai trouvé que ça faisait sens, cette espèce de rythme au pas cadencé,
cette célébration d'une mémoire républicaine et qui questionnait le passé récent d'une autre forme. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Certains n'ont pas aimé, on me l'a fait 2 fois la remarque. Moi, ça continue à m'interpeller. Et donc, j'ai trouvé que ça faisait sens à cet endroit-là. Pour m'évoquer en plus une autre musique. Après, c'est une question musicale aussi. Voilà, quelle mémoire on travaille et quelle mémoire on fait travailler aux enfants. Et puis, c'était dur, hein, les profs qui arrivent, qui marche comme ça, fait ça comme ça. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Et la seule fois où j'ai marché comme ça, c'était à l'armée. Donc, forcément, ça m'a évoqué des souvenirs. Voilà pour la question liée à la marche. Alors, pour Passion Huamachuco, le court-métrage, en fait, on en revient à cette question. Ce court-métrage, en fait, m'avait marqué parce qu'on en revient à cette question de la trace ou de la mémoire. Mais moi, je faisais mon travail peu à peu. Je commençais à travailler sur la question de l'histoire ancienne et des traces de l'histoire ancienne liées au chemin et aux dynamiques patrimoniales liées au chemin et aux récits qui se tissent. Voilà. Et donc, je cherchais un peu désespérément les dynamiques de mémoire qui pouvaient se donner par rapport à la question des chemins dans la région de Huamachuco et de Cajamarca. Et je voyais bien qu'il ne s'y donnait pas grand-chose. Et un jour, j'arrive par le chemin, d'ailleurs, un ancien chemin, donc il y avait des pavés, il devient, et je rentre à Huamachuco et je tombe sur la Passion du Christ de Huamachuco. Et je lisais à l'époque des textes comme les régimes d'historicité d'Hartog. Plus récemment, il y a le super chapitre sur la patrimonialisation dans le 4e tome de l'avènement de la démocratie de Marcel Gauchet. Ce sont mes sujets et cette question de la relique, quoi, et à quel point il soulignait que la question du patrimoine est souvent reliée avec une vision de la relique profane, c'est-à-dire que ce sont des objets convoqués par des acteurs qui sont en général sécularisés, urbanisés, etc., etc. Et donc, tout d'un coup, j'avais trouvé ça assez fascinant que alors que je cherchais un peu mes dynamiques de mémoire et je commençais vraiment à m'interroger, il y avait quelque chose qui me gênait. C'était vraiment dans les années 2007, hein, à l'époque où il n'y avait pas eu un article critique sur le projet Capacnian, alors qu'ils lançaient ce projet, ils disaient qu'ils allaient faire ça au nom des gens, au nom de la tradition des communautés, etc. Il n'y avait pas un document en quechua de fait, c'était vraiment un projet complètement vertical. Il y avait une dynamique, une appropriation symbolique des chemins à l'époque faite par l'INC, enfin il y avait tout un enjeu de pouvoir. Capacnian, La Voix des Andes, hein, le premier film dont je suis co-auteur, le jour où on l'a projeté pour la première fois à l'Alliance française, on a reçu une menace de procès de l'INC à l'époque avec Cecilia Bakula, et on a été obligé de déprogrammer le film. Pourquoi? Parce qu'elle avait déposé le mot Capacnian à l'Indécopie. Donc, ils avaient déposé le mot Capacnian comme une marque. Donc, il y avait vraiment des enjeux de pouvoir du propre au monde de l'archéologie péruvienne. Bon, maintenant, il y a plein de choses qui ont été publiées sur le sujet. Voilà, on ne va pas aborder ça. Mais, et tout d'un coup, j'arrive à Huamachuco et je vois cette célébration qui fait appel à un récit différent et où absolument... c'est une ville assez étrange, Huamachuco, qui est un peu rurale-urbaine, qui a énormément grossi au moment du conflit armé. Et il y avait toutes les dames là, avec leurs chapeaux propres à la région de Cajamarca et du nord, là, etc. Et en même temps, j'avais été très, très mal à l'aise par rapport à cette voix qu'on revoit dans le film, une voix juchée sur un 4x4 avec la dame qui dit... alors là, c'était un homme dans le film, mais à l'époque, en 2007, c'était une dame qui dit qui est Jésus, qui est machin. J'avais l'impression d'une espèce de discours qui m'était apparu paternaliste et tout le monde adorait. Et les gens, là, il y avait une participation populaire de tous les secteurs de la société de Huamachuco, des vieux, des jeunes, des urbains, des ruraux. Et donc, finalement, ma dynamique de mémoire, elle était là. Elle n'était pas autour du patrimoine inca ou tout ce qu'on voulait. Et donc, je voyais bien que je m'étais en train de travailler sur un objet qui faisait peut-être pas sens. Et donc, Et en plus de ça, en même temps, il y avait une récupération d'énormément de récits ou d'éléments du cinéma hollywoodien. Et dans le film, dans le court-métrage, on entend la musique de celui qui a fait Braveheart. On entend un peu la musique de Braveheart, mais surtout de Mel Gibson, La Passion de Mel Gibson, qui est quand même un intégriste catholique, qui a fait son film, dont je ne sais pas trop quelle langue, c'est un film un peu violent, un peu gore,
qui est très, en même temps très hollywoodien, et eux, ils ont tout repliqué, et on entend un peu la musique de Braveheart. Alors bon, bref, on entend surtout. Donc ce côté hollywoodien, ce côté spectacle m'intéressait. On ne sait plus trop si cette corde un peu, qui est le personnage central du film, pour moi, c'est la corde. On voulait suivre la corde, où les gens sont autour de la corde, et la foule veut aller sur la voiture, jucher sur son 4x4, et sur cette espèce de Christ qui se balade, et qui est un acteur, mais en même temps qu'on fouette, et il y a le sang qui gicle. Les gamins, ils sont là. Enfin, moi, je sais pas, j'ai un enfant, un gamin de 6 ans, et on fouette quelqu'un, il y a du faux sang qui gicle, c'est quelque chose qui me. Voilà. Et donc, il y avait quelque chose de fascinant, de morbide, et tout d'un coup, il y a des policiers. Certains étaient déguisés en soldats romains. Tous les soldats romains du film sont des policiers. Le mec qui est sur son cheval, c'est un flic. À un moment, il y a un plan, c'est la seule fois où on a réussi à capter. Il y a un policier en tenue de policier contemporaine, et il a sa matraque, et à côté, on voit un autre policier qui a sa matraque, mais il est en tenue de soldat romain. Donc, c'est des espèces comme ça de mélange, mais en même temps, ça a valeur de rituel. Il y a quelque chose où les gens, la société locale est convoquée. Voilà. Et donc, ça me fascinait pour ça, pour cette question de voilà, relique, de quelle relique, autour de quelle relique on s'assemble et on se réunit. Et donc, ça touche aussi aux questions de mémoire, finalement. Peut-être à des traces plus anciennes, peut-être à des histoires ou des récits plus anciens, peut-être sous une forme différente, mais ça me fascinait. Et pour terminer sur cette anecdote assez drôle, euh, en 2007, il n'y avait pas eu, c'était pas la musique de Mel Gibson, ils avaient pris une bande-son d'un péplum, d'un DVD piraté. C'était un péplum en allemand. Enfin, ils avaient piqué un DVD, et comme ils n'avaient pas la version espagnole ou anglaise, à un moment, on entend les râles du Christ qui reçoit des coups de fouet, et il souffrait en allemand. Donc, vous imaginez, vous êtes à Huamachuco en 2007, en train de fasciner et un peu déconcerté. Moi, c'est pour ça que j'aime aussi tant ce métier. C'est qu'on est toujours pris de court dans les Indes. Et tout d'un coup, je me dis, mais le Christ est en train de souffrir en allemand. Bah, forcément, En plus, c'est l'allemand. Hein. L'allemand, je ne sais pas, moi j'ai mon père, mon grand-père a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon père est né en 1938. Il y a quand même cette question de je ne sais pas, entendre de l'allemand dans la bouche du Christ, ça m'a évoqué une autre mémoire. Je ne sais pas, j'ai tout de suite pensé bêtement à l'Allemagne. Je ne sais pas, j'étais complètement mal à l'aise, et je me suis dit non, il faut revenir un jour. J'ai pas eu le Christ en allemand, mais par contre j'ai un audio du Christ en allemand, enfin du Christ en allemand, du Jésus qui souffre en allemand, et je sais pas quel péplum c'est, etc. Donc voilà, c'est toujours aussi cette interrogation entre la performance et le rituel qui est présente partout quand on fait un film. Et qu'on ne peut résoudre, je crois, que en tout cas au Pérou, en jouant sur cette idée du fragment, du spectacle, de l'émotion. C'est pour ça que dans Passion à Machuco, à un moment, bah, il y a un crescendo, bah, vous voulez du cinéma, bah, on vous met du cinéma. Et du coup, bah, à un moment, le son direct disparaît, on met du son pur pendant quelques secondes cinéma, enfin, on n'entend plus le son, le son direct. Et à la fin, on accélère les séquences de paysages, la tempête, l'apocalypse, et après, on revient dans le monde réel. Voilà. Merci Sébastien. Bon, on va arriver bientôt à la fin et je crois qu'il y avait une question de Justina Biancotto. Oui. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je m'excuse pour l'écran noir, mais j'ai une connexion vraiment pas top et j'ai bien trop peur de rester bloquée. Mais ouais, c'est pas très sympa, mais voilà. Bon, ouais, c'est pas très sympa. Je tente quand même. Excusez-moi si je reste bloquée. Mais voilà. Merci beaucoup déjà, Sébastien, pour toutes ces précisions et ces petites anecdotes sur votre film. J'avais une question concernant la question de l'identité victimisante, un peu que vous avez justement essayé d'éviter. Voilà, vous nous dites, c'est pas aussi que des pleurs, il y avait aussi des moments de joie. Les femmes, quand on allait au pont, elles riaient ensemble, etc. Et dans votre film, si je me rappelle bien, il n'y a pas tellement de moments où on voit ces moments de joie, de rire, et il y a quand même pas mal de pleurs. Alors des pleurs qui apparaissent assez spontanés. Hein. J'ai en tête la scène où il y a son nom m'échappe, mais le rocker qui dit ouais, j'aime pas trop parler de ça, ça me met mal, et puis d'un seul coup il parle de ça, puis paf, il est mal. Ou la mère qui amène ses enfants devant la maison de leur grand-père, au moment où elle dit bah, voici la maison de leur grand-père, bah, elles font en larmes. Enfin, on sent que les larmes, elles sont voilà, tout à fait spontanées. Et du coup, je me demandais si après, quand les gens se sont vus, ont regardé le film,
et se sont vus comme ça, dans cet état de larmes, comment est-ce qu'ils ont accueilli? Est-ce qu'ils ont été assez, enfin, si je puis dire, satisfaits en disant, bah oui, ça enfin, transmet bien notre état de souffrance, ou est-ce qu'au contraire, ils étaient gênés en disant, moi, j'aime pas trop qu'on me voit pleurer, ou ça reflète pas, je veux pas trop qu'on voit ça. Voilà un peu à l'image de cette femme qui dit non, non, ne pleure pas, sors-toi de là, nous, on va triompher, etc. Enfin voilà, la réaction par rapport aux larmes, en gros. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la question de la joie, on en reparlait par rapport au film La Voix des Andes, c'est que c'est très difficile de la filmer. Je me rends compte que il faut aussi passer des jours avec des gens, le rire, faut tomber aussi sur des gens. Enfin voilà, je trouve aussi que ça paraît bête, mais c'est plus facile de filmer la tendresse, par exemple, ou un moment après. Mais je crois il y a différents types de pleurs et il y a différents types de personnes. Freddy, par exemple, j'ai été très surpris. Si vous allez au Louvre, vous savez, en bas du premier étage, il y a plusieurs personnes, un peu comme, bon, il y a José Carlos Agüero, il y a Freddy Ortiz, etc. Et ils parlent dans l'exposition du Louvre. Si vous écoutez Freddy, il dit quasiment la même chose. Et il a exactement le même processus personnel. D'ailleurs, il a le fait plus ou moins en même temps. Et à l'époque, il a été filmé au même moment. Et je rends compte que Freddy aussi, lorsqu'on a sorti le film, il n'a pas arrêté d'accompagner le film. Et y compris à un moment, il disait de plus en plus de choses. Et qu'il y a aussi, là, Freddy, bon, Freddy ne pleure pas. Mais Freddy, d'abord, je le connais. J'avais dormi chez lui quelques temps avant. C'est quelqu'un qui a une personnalité très particulière. Il donne beaucoup. Et en fait, il en a besoin de s'exprimer. Et je dirais même que, d'un point de vue personnel, il cherche les moyens de sortir du récit qu'il répète finalement. Euh, de ce point de vue-là, le film n'innove pas tellement. Il dit exactement la même chose dans l'exposition du Louvre. Après, ça a été filmé différemment et c'est pas mis en récit de la même manière puisque c'est une expo. Mais Justine, tu serais très surpris. C'est fou. Je regarde, je me dis, on dirait que c'est la même séquence. C'est pas le même moment. Il dit pas les mêmes mots, mais il craque au même moment et il s'en va de la caméra au même moment dans la séquence du Louvre. Donc il y a bien quelque chose qu'il essaye là, au travers de la caméra, de dire. Et comme c'est un personnage public, voilà. Et d'ailleurs, il n'a pas arrêté d'accompagner et il s'exprimait de plus en plus et de manière différente dans différents espaces, y compris on s'est retrouvés dans une conférence ensemble où il disait, enfin, il a dit des choses où il assumait le fait que tout le monde avait commis des actes de violence, par exemple, sans aller plus loin. Et donc, c'est très difficile de décrypter, mais il était demandeur, en fait. Je crois que c'est quelqu'un qui est, on en a reparlé, en fait, tout simplement, il cherche. Ce qui est plus compliqué, c'est Nympha. Nympha, la maman des enfants, euh, euh, pleure dans la maison. Et en fait, le film lui a servi énormément, parce que quand même, les gens utilisent le film. Le collectif voulait l'utiliser pour voilà, et Nympha l'a servi vraiment pour un dialogue avec ses enfants, tout simplement. Après, est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie? Absolument rien. Je suis retourné la voir il y a 2 ans. Elle vit toujours à 100 mètres du mur de la honte. C'est toujours une vie extrêmement difficile. C'est des conditions de vie difficiles. Mais dans son dialogue, ses enfants n'étaient jamais allés là-bas. Voilà. Et le jour de l'inauguration à Lima, au Festival de Lima en 2017, ils étaient tous là, toute la famille. La grand-mère, parce qu'on parle beaucoup du papa de Nympha, parce que c'est lui qui a été tué, mais il y a la maman. La maman, on la voit au début de la séquence. Elle était là sur son 31. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est des pleurs qui respectent la pudeur minimale, qui respectent. Et je crois que, voilà. Encore une fois, à l'époque, là, Nympha, ses enfants s'en fichaient complètement. Ils ne se rendaient pas compte. Et c'est normal, compte tenu de leur âge. Hein. Je vois mon fils aujourd'hui, il y a des histoires qu'il ne veut pas entendre, qu'il s'en fiche. On peut lui parler de la mort, il n'entend pas forcément la mort de la même. Voilà, il ne la conceptualise pas forcément. Et ses enfants étaient encore à un moment où, sauf la plus âgée. Et c'est à partir de là où la plus âgée, il y a eu un dialogue et c'est elle qui s'est pu s'approprier la sortie du film 4 ans après, par exemple. Donc, je ne dis pas que ça sert aux gens ou quoi que ce soit, mais ça ne les a pas
ces moments de pleurs, voilà. Ce moment collectif avec les femmes en bas, je crois que, comme tu l'as dit, c'est vraiment elle, la femme, qui a une personnalité, c'est la battante de l'association. C'est elle qui aussi, elle est en plein d'autres processus, c'est vraiment la battante de l'association. Et je l'ai revue plusieurs fois, surtout aussi la chanteuse, parce qu'avec Edilberto, on a travaillé sur le Yerta Marta à Tchongi Oronjoy. Et à un moment, il y a eu tout un débat avec Edilberto, parce qu'évidemment, le Yerta Marta qu'elle chante n'est pas du tout un Yerta Marta auquel Edilberto est habitué. Lui, à un moment, on a eu un débat autour de la question de qu'est-ce que le Yerta Marta. Et évidemment, ce Yerta Marta était un Yerta Marta de migrants qui avait énormément évolué, qui était rejoué, mais qu'eux assumaient comme étant du Yerta Marta. Je ne sais pas si voilà. Un peu comme un rock peut finalement avoir 10 000 manières de. Donc je les ai revus, surtout eux, le musicien, la femme et son mari. Les autres, bon, c'est un moment, ça a duré très peu de temps, ils ont revu, ils ont aimé la séquence, voilà. En fait, on leur a montré, mais il n'y a pas eu je crois que les gens, ils ne se sont pas dupes, ils ont envie que leur cas soit connu, ils ont envie qu'on en parle, et en même temps, je crois, et c'est un peu, on en revient à cette question de la culture. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Il y a eu un jour, Villa Corta, dans un séminaire au Loom, disait, est-ce que tout ça, ça change quelque chose? Et en fait, je ne suis pas sûr, hein, quoi. On change rien, on produit, on diffuse et on consomme des produits, des films à partir de lieux éminemment situés, quoi. Et ça pose énormément de questions, je trouve. Voilà. Et ça m'a. Voilà. Et partout, hein. Il y a eu un livre de Héroé, comment ça s'appelle? Dubius, là, qui vient de sortir sur les victimes, les héros, qui est très intéressant sur cette question-là, Justement, je en trouve. parlant de film, pardon, vous avez évoqué en début un film colombien sur un pont quand vous parlez de la journée du pont et voilà, vous disiez en ce moment le pont c'est un peu en vogue. Est-ce que vous pourriez préciser c'est quel film colombien sur un pont? Je me souviens plus, c'est sur un sujet différent, mais si tu tapes Película Puente, il est sorti l'année dernière. J'ai pas Tu l'as trouvé. vu? Je me rappelle plus du titre. Non, je me rappelle plus du titre, mais moi, ça m'avait juste fasciné parce que en fait, ils ont filmé un pont qui s'est pas construit et il est resté à moitié inachevé. Mais Voilà. aussi Mais autour de c'est de retour, parce qu'aussi en Colombie, voilà, l'exil pour autour de les la question du gens. conflit armé, oui. D'accord. Mais Bon. voilà, voilà. Ces questions, c'est pour ça que bon, on en parlait avec Valérie, mais un jour, j'ai commencé à travailler aussi sur la question des ponts, et en fait, on retrouve ces questions dans plein de domaines, dans mémoire du passé récent, mais aussi ancien, quoi. C'est une métaphore, on le trouve aussi dans le cinéma, on le retrouve dans plein de choses, en fait. Voilà, en fait, on peut aller loin là-dessus. Bon, on remercie Justine aussi. Il y aura beaucoup encore de choses à discuter, mais le temps nous gagne. Donc, je ne sais pas si Valérie voudrait rajouter quelque chose avant de conclure ce ciné-débat. Non, je pense que là, on va s'arrêter. Il est 9h moins le quart. Mais merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. Ça m'a permis de revoir aussi ce film et de pouvoir échanger avec Sébastien, qui avait beaucoup de choses à nous dire sur les coulisses finalement de ce documentaire. C'était absolument passionnant en fait de pouvoir échanger. Mais non, moi j'arrête de tenir le crachoir. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout, en tout cas, pour l'invitation, pour la projection. On voudrait justement remercier en nom de l'Association Amérique la participation de Valérie et Sébastien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Merci donc à toutes les personnes aussi qui ont été présentes, qui ont participé. Donc, on vous tiendra informé des prochaines activités de l'association Amérique. Donc, entre autres, la journée des Amériques le 11 mars. Voilà, on vous informera via Facebook et par mail. Merci beaucoup. Tupananchikama. Tupananchikama. Gracias y adiós a todos. Au revoir.
Merci, au revoir. Sébastien, je t'écris, je t'appelle. Ah.